Le retour à ces traités, l'analyse de ces traités et des rappels pendant 150 ans à peu près là, de ces traités, en gros jusqu'à 1920, on pourrait encore rajouter en 1990, alors que les Hurons gagnent leur cause pour le traité de Meurez du 5 septembre 1760. Le retour à ce traité est de la plus grande importance parce que les droits autochtones au Canada sont reconnus en vertu de l'occupation ancestrale, dans la mesure où elle n'a pas été effacée par traité et par la conclusion de traités. Et on a considéré au Québec et au Canada qu'au Québec, il n'y avait pas de droits aborigènes parce qu'ils auraient été éteints par le système seigneurial. Évidemment, ça avait déjà été remis en question par l'entente de l'abbé James, avec le jugement Malouf qui avait reconnu un droit autochtone sur le territoire en vertu de la proclamation royale. Alors ici, on faisait appel dans notre étude et à la proclamation royale sur laquelle beaucoup d'autres ont travaillé, mais plus spécifiquement à l'ensemble des traités de la conquête qui ont été négligés et qui montrent qu'il y a des droits autochtones qui sont garantis non seulement par la proclamation royale, mais par des traités, et qui visent des nations spécifiques comme les Algonquins, comme bien sûr les Hurons, comme les Iroquois, comme les Abénakis, peut-être même indirectement les Atikamekw. Et il y a aussi dans les documents une trace d'un traité qui aurait été conclu avec les Inuits, les Montagnais, mais on n'a pas de trace du document. Donc le travail là-dessus a une grande importance pour les revendications autochtones contemporaines, même si le livre a très peu circulé. Le livre a circulé, je pense qu'il y a eu des problèmes d'édition. Je pense qu'il s'en est vendu 150 exemplaires. Enfin, il s'en est pas vendu 500. Il s'en est vendu très peu. Mais il a circulé, comme j'avais une version sur Internet, il a circulé de cette manière. Donc, les Algonquins l'ont eu, etc. Ici, on était à la rencontre de l'histoire et des revendications politiques, parce que l'histoire ici là, sert très explicitement les Indiens. D'autant aussi que souvent, quand on parle de la proclamation royale, on dit la proclamation royale ne vaut que pour le territoire indien. À cet égard, l'abbé James faisait partie, non pas vraiment du territoire indien, mais au moins une partie de l'Abitibi. L'abbé James faisait partie du territoire de l'Abitibi, mais l'Abitibi et l'ouest du lac Saint-Jean faisait partie du territoire indien. Et on disait, sur le territoire seigneurial, encore à nouveau, les droits indiens n'existaient pas, mais on voit dans la correspondance à propos de ces traités ultérieurement que l'on reconnaît des droits territoriaux aux Hurons, par exemple, en vertu de ces traités, même et on leur reconnaît des droits comme aux Abénakis, même s'ils ne seraient pas originaires ni de Québec, ni de la région de Trois-Rivières. Alors, ici, j'ai donc fait un travail qui a des implications judiciaires, qui a servi, je sais qu'il a déjà servi les Algonquins. Au-delà de ça, je pourrais pas dire. Mais j'étais surpris que ce livre ait circulé si peu, parce qu'il est très pertinent pour les revendications autochtones. Après ça, on continue de travailler sur plein d'autres choses. J'ai travaillé aussi beaucoup sur les transferts culturels, pour m'apercevoir que l'influence autochtone, elle est très grande. On parle bien sûr facilement des transferts culturels européens vers les autochtones, qui sont bien sûr énormes, extraordinaires,
Mais l'inverse est là aussi. Évidemment, on peut le faire pour les objets matériels, les canaux, les raquettes, etc., la connaissance du territoire, mais ce qui m'est apparu le plus important, c'est l'émergence du doute dans le choc des cultures. C'est-à-dire que, comme le rapport colonial français est un rapport nettement moins inégalitaire que les autres rapports coloniaux ici. C'est pas vrai pour la Louisiane, mais ici, comme les colons français sont peu nombreux, comme ils sont dans la traite des pelleteries où ils ont besoin des Indiens, qui sont leurs fournisseurs, ils ne peuvent pas les exterminer, ce sont leurs fournisseurs. Comme ils s'installent sur un territoire où les sédentaires sont disparus avant leur arrivée, les Iroquois du Saint-Laurent sont disparus par épidémie, guerre, maladie, on ne sait trop, vers 1580. Il n'y a pas de conflit pour la terre. Comme les colons britanniques sont plus nombreux, les colons français ont besoin des Indiens qui résistent eux-mêmes à l'avancée des colons britanniques. Bref, il y a une proximité, comme également il y a beaucoup de missionnaires qui vivent parmi les Indiens et qui, à bien des égards, s'indianisent. Pour l'ensemble de ces raisons, il y a pu y avoir circulation, échange culturel, circulation d'idées, doute sur ses propres manières de faire, parce que le rapport avec les Autochtones n'en est pas un extrêmement hiérarchisé d'oppression et de refoulement. Et il y a au contraire beaucoup d'échanges, beaucoup de proximité, beaucoup d'intermariage, en particulier dans les Grands Lacs, si bien que des manières de faire qui, chez soi, semblent normales ou obligatoires, puisque c'est la loi, peuvent être remises en question face à la différence. Alors, prenons par exemple le droit au divorce. Bon, alors, il y a des chansons dans le répertoire du Détroit où on a la complainte d'une pauvre femme dont le mariage est arrangé par ses parents et qui revient au bout de 6 semaines chez ses parents en disant « Vous m'avez marié un homme qui est toujours au cabaret, c'est un ivrogne, je n'ai plus qu'un mouchoir blanc pour essuyer mes peines. » Et mais on lui répond « La loi, c'est que tu retournes avec ton mari, que tu t'en occupes, etc. » Mais la chanson exprime le malheur de la personne. Alors on peut dire quand les missionnaires nous parlent du divorce chez les Indiens, ils vont souvent invoquer la loi de Dieu. On ne sépare pas ce que Dieu a uni. Il faut endurer, il faut pour le ciel, etc. Mais quand le missionnaire va, dans ses écrits, ce qu'il en dit, on ne sait pas, mais dans ses écrits, il va dire ceci. Mais on peut imaginer que les gens qui ne sont pas des religieux, qui ne sont pas des représentants de la loi, et qui voient, et qui sont malheureux en ménage, disons, et qui voient des Indiens qui se divorcent, peuvent imaginer que le divorce est pensable. Et peuvent y référer, non pas par rapport à la loi de Dieu ou à la loi des hommes, mais par rapport à leur propre malheur et à leur propre larmes, en disant « Mon Dieu, c'est plus humain, ça a plus de bon sens. » Bon. Et alors, ce raisonnement-là apparaît souvent. Entre autres, ça apparaît pour l'éducation des enfants. Alors, la tradition européenne, dans les classes supérieures en particulier, consiste à châtier les enfants pour bien les élever. Bien élever, c'est châtier. On dit d'ailleurs une langue bien parlée est une langue châtiée. C'est comme s'il fallait battre la langue ensemble. Et on est surpris par la manière douce des Indiens d'élever les enfants, et on s'attendrait à ce qu'ils soient respectueux à l'égard de leurs parents, et on dit, et pourtant ils sont respectueux. Donc, on introduit un doute sur soi. Et on se dit qu'il y a peut-être d'autres manières, puis ensuite on va considérer que les femmes de Montréal sont un peu trop ensauvagées et qu'elles éduquent leurs enfants à la sauvage, etc. Donc, est-ce que c'est un préjugé ou est-ce que... Mais reste que le doute circule, la question sur
la remise en question sur soi émerge à partir du moment où on est sorti d'un environnement où tout est pareil et où tout semble naturel. La juxtaposition avec la différence dans des rapports qui ne sont pas des rapports de terrible oppression et qui sont même des rapports amicaux et voire même des rapports de parenté, introduit le doute sur soi. Ça se voit aussi, ça se voit chez les jésuites très tôt. À Québec, ils voient arriver des canaux de Hurons. Et il les voit assis en train de discuter et de débattre. Et puis, ils disent être impressionnés par la manière polie dont sont conduits les débats, dont la manière et la manière avec laquelle ils arrivent à prendre des décisions. Et ils arrivent à dire, dès le XVIIe siècle, la République est pensable, la République est possible. La République n'est pas l'anarchie, n'est pas le désordre. On le voit également, ça c'est assez extraordinaire, chez le Père Lejeune. Père Lejeune appartenait à une famille bourgeoise, aisée, protestante, convertie au catholicisme. Alors, il est devenu catholique et est devenu jésuite. Il vient d'un milieu aisé et il va, en 1633-34, il va passer l'hiver avec des Inuits quelque part dans les Appalaches, derrière Rivière-du-Loup, et il écrit son journal qui est magnifique, qui nous donne plein d'informations sur les camps de chasse des Indiens l'hiver. Mais il trouve ça très dur, il se chicane régulièrement avec le chaman, et ça demeure une expérience éprouvante. Mais en 1658, donc on est 25 ans plus tard, il écrit un texte extraordinaire de relativisme culturel, en disant « tout est relatif, ce qui est bon pour nous peut apparaître mauvais aux Indiens et inversement. Nous aimons le salé, ils le détestent, ils aiment le boucané, nous ne l'aimons pas. Nous trouvons leur manière de manger dégoûtante, mais ils nous trouvent dégoûtants quand nous nous mouchons dans un mouchoir et que nous plaçons notre mouchoir dans notre poche. » Donc, il multiplie les exemples de cette manière, en disant finalement, outre Dieu, tout est relatif. Alors, c'est un traité du relativisme culturel. C'est un essai, pas un traité, c'est un essai en quelques pages, mais qui est, on pourrait dire pour son temps, extrêmement avant-gardiste. L'autre élément remarquable, exceptionnel, c'est l'invention de l'anthropologie sur nos rives. Enfin, un des deux pères de l'anthropologie, c'est le père Lafitau. C'est pas un hasard que ça soit Kanawake. Il est donc chez les Iroquois et il est le premier à non seulement à écrire sur les Iroquois et à les comparer avec les Grecs et les Romains, ce qui est déjà pas rien. Il compare en somme ce qui est des barbares soi-disant avec le summum de la civilisation. Mais finalement, son livre ne porte pas sur les Iroquois, mais porte sur la société et sur la culture. Et il étudie les manières de faire la guerre, puis il compare les Iroquois, les Grecs, les Romains, les Scythes, les Français, etc. Les manières de gérer le politique, il fait la même chose. Et donc, il est le premier, ou un des tout premiers, à avoir pour objet non pas telle ou telle société, mais la société et à comparer. Alors, ça, c'est une production, en somme, des rapports, des échanges interculturels, des rapports coloniaux entre donc autochtones et indiens, qui a donné lieu à une œuvre d'un prêtre qui est en admiration devant cette société iroquoise, mais qui en somme est en train de dire qu'ils sont aussi civilisés que les Grecs et les Romains, mais qui fait un pas de plus et qui dit, moi, au-delà de ça, c'est la société qui m'intéresse, et j'en regarde les variantes. Alors, donc, toute cette dimension m'a habité, continue de m'habiter, et j'essaie de voir donc comment
comment s'articulent les rencontres. Puis ensuite, bien évidemment, graduellement, je finis par arriver à Lévi-Strauss. Et Lévi-Strauss nous raconte les mythes indo-européens qui sont chez les Snannas, là, qui sont transformés par des Indiens, les Snannas, et transformés d'une manière telle qu'il est plus capable de voir ce qui est européen puis ce qui est indien. Il n'est pas capable de dire si c'est à dominante l'un ou à dominante l'autre. Et à cet égard, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et d'ailleurs, de ce point de vue, le corpus nord-américain qui renvoie à la rencontre des Français, de leurs descendants et des Indiens, pas seulement dans la vallée du Saint-Laurent, mais dans les Grands Lacs, le Mississippi, tout le Haut-Missouri, parce que Saint-Louis, Missouri, là, c'était un haut lieu de la traite des pelleteries jusque dans les années 1840. Il y a eu beaucoup de métissage, les contreforts des Rocheuses. Alors, il y a des archives, les archives de la famille Chouteau, par exemple, qui étaient dans la traite des pelleteries à Saint-Louis, Missouri. Il y a des archives extrêmement riches de cette rencontre interculturelle dont il faut faire notre histoire. Et à cet égard, il ne faut pas limiter notre histoire aux frontières de la province de Québec. Puis évidemment encore moins aux seuls descendants des colons, c'est absurde. Il faut faire l'histoire de tout le monde. Puis il faut faire l'histoire aussi de l'interaction de nos ancêtres qui sont partis d'ici, puis qui sont allés dans les pays d'en haut, puis qui sont allés partout sur le continent. Ce travail qu'ont repris par l'autre bout Éric Waddell et Dean Lauder, c'est-à-dire deux Québécois, mais un d'origine britannique et un d'origine américaine. Et ce qui pose la question, mais comment se fait que les Québécois ne s'intéressent pas à ces questions-là? Mais parce que les Québécois ont peur de passer pour des sauvages, je pense. J'ai travaillé aussi là-dessus, d'où ça vient. Et pourquoi on ne s'intéresse pas à notre histoire? C'est d'autant qu'elle est particulièrement riche pour ce qui est de la rencontre des civilisations. Ça s'explique plus récemment par le nationalisme québécois qui se définit comme québécois plutôt que canadien-français. Donc on fait l'histoire du Québec, on ne fait pas l'histoire du Canada français. Donc on ne fait pas l'histoire de tous ces missionnaires partis, de tous ces coureurs de bois, de tous ces entrepreneurs, de tous ces gens qui, pour toutes sortes de raisons, sont partis sur le continent. Et jusque dans les années, pour ce qui est des missionnaires, jusque dans les années 60. Et puis aussi parce que notre histoire d'une grande proximité avec, là je parle des Canadiens français catholiques, de grande proximité avec les Indiens, elle est occultée, puis je pense qu'elle est occultée particulièrement depuis la conquête. Évidemment, sous régime français, c'est pas toujours l'amour et l'harmonie, et il y a même des politiques françaises au XVIIIe siècle qui visent à limiter les mariages interethniques, à limiter le métissage, mais le peuple conquis en 1760, qui veut revendiquer des droits pour ses terres, pour son système seigneurial, pour sa justice, pour sa langue et sa religion, ne peut le faire qu'en invoquant la civilisation face au maître colonial. Il peut pas l'invoquer, il peut pas invoquer sa proximité avec les Indiens, d'autant qu'il y a affaire à un maître, les Britanniques, qui menait une guerre qui s'appelait French and Indian War. Il faisait la guerre contre, on va dire, les Indiens et les Français, et les deux étant des ennemis. Alors les Canadiens ne peuvent pas invoquer, et les Britanniques considéraient les Canadiens très ensauvagés, donc les Canadiens ne peuvent pas invoquer la proximité avec les Indiens. Donc ils doivent se définir dans la pureté de la filiation avec la France et dans la pureté de la civilisation, dans la pureté du christianisme. Et donc, de ce point de vue, il y a à partir de ce moment-là un refoulement. Et pour avoir suivi ensuite ce que disent les historiens et les littéraires
jusque tard au 19e siècle, nous étions, soit nous n'avons pas de rapport avec les Indiens, soit, oui, nous étions à proximité des Indiens, mais parce que nous étions porteurs, nous étions l'avant-garde, nous étions les flambeaux de la civilisation et de la religion. Donc nous étions ceux qui ont eu le courage d'aller au-devant des païens et des barbares les premiers, mais jamais nous n'avons reçu la moindre influence. Alors qu'inversement, quand on regarde les transferts d'influence, quand on regarde tous les débats, on voit bien qu'il y en a beaucoup. On voit par exemple, je vais terminer là-dessus pour ce qui est des influences, mais le père Charlevoix qui est un professeur au Collège des Jésuites, après avoir enseigné au Japon et avoir écrit une histoire du Japon, vient ici et écrit une histoire de la Nouvelle-France en 2 beaux volumes, puis ensuite écrit un 3e volume sous forme d'une correspondance avec une comtesse, qui est le volume le récit de son voyage de Montréal à la Nouvelle-Orléans, en canot. Et il décrit le pays, et il décrit son interaction avec les nations autochtones, et il aborde dans son livre les thèmes du droit au bonheur, de la liberté, de l'égalité, liberté, égalité, égalité, la fraternité, égalité, fraternité, droit au bonheur, non, égalité, fraternité, égalité, liberté, fraternité, et droit au bonheur. Je m'excuse, est-ce que je le reprends, ça? Pour que... Non, c'est okay. Et il décrit en 1720, il aborde les thèmes, les grands idéaux en 1720, de la fraternité, du droit au bonheur, de la liberté, de l'égalité, dans le dialogue avec les Autochtones. Évidemment, il ne remet pas en question le rapport colonial, mais il utilise l'information qu'il acquiert relativement aux Autochtones pour faire la critique de la société européenne. Et idéaux qui sont repris par les philosophes des Lumières qui ont lu les Jésuites qui sont venus ici. Alors ça, c'est toute une dimension, comment dire, centrale de cette histoire d'interaction qui renvoie aux grands idéaux des révolutions américaines américaine et française. Je ne dis pas évidemment que c'est la cause, mais je dis que ça fait partie des débats d'idées. Ça nourrit les débats d'idées. Il y a bien d'autres influences, évidemment. Je ne dis pas que ça a provoqué la Révolution américaine ou française, d'aucune manière, ça serait absurde. Mais je dis que ça nourrit la critique sociale. Et en même temps, cette émergence ce rapport à l'autre est à l'origine aussi de l'anthropologie. Elle nourrit l'anthropologie. Alors c'est central dans le legs, en somme, que nous laissent nos ancêtres, les Autochtones, de la rencontre qu'ils ont eue. En 2008, j'ai travaillé avec bien d'autres sur les origines de Québec. Québec, quand Champlain il débarque le 3 juillet 1608, si je ne me trompe pas, il est en pays Innu, il est en pays montagnais. Il y a à peu près 1500 Indiens qui sont là pour l'été. Il n'y a plus de résidents permanents cultivateurs comme il y en avait au 16e siècle, c'est-à-dire les Iroquois qui sont disparus vers 1580, épidémie, guerre, refroidissement climatique. Mais bref, les sédentaires sont disparus, mais l'été, il y a à peu près 1500 Indiens, principalement montagnais. Les documents disent territoire montagnais, disent autrement, mais c'est ce que ça veut dire. Mais c'est un rendez-vous. Alors, c'est un rendez-vous des Alliés. Alors, les Alliés, c'est des Indiens des Grands Lacs, c'est les Hurons. Ce sont des Algonquins qui peuvent venir de Trois-Rivières, de Montréal ou d'Abitibi. Ce sont des Micmacs, ce sont des Malicites, ça peut être des Abénakis, certainement, et bien sûr des Inuits ou des Montagnais. Alors, donc, il s'agissait de montrer qu'à l'origine, c'est un pays indien, que les Français arrivent dans un espace qui est connu,
Ils y débarquent parce que ils ont été autorisés, parce qu'ils ont conclu un traité en 1603 à Tadoussac, ou plus précisément à Baie-Sainte-Catherine, sur la rive opposée du Saguenay, la rive sud du Saguenay. Si bien qu'à cet égard, si on veut absolument faire débuter notre histoire au XVIIe siècle, on serait mieux de dire juillet 1603, parce que c'est là où il y a un traité d'alliance entre les représentants de Henri, le roi de France, Henri, qui a été assassiné, comment il s'appelle? Henri IV? Henri IV. Alors, donc, c'est là qu'il y a un traité d'alliance entre les représentants d'Henri IV, parmi lesquels Champlain, et qui ramène deux Inuits qui sont allés en France et qui ont rencontré Henri IV, et les chefs indiens, Anadabijou étant le plus connu, représentant les Hurons, mais on va se retrouver à peu près à 1000 Indiens pour 2 semaines de célébration pour un traité d'alliance par lequel les Français sont invités à venir habiter parmi les Indiens. Et ça ne peut être que ce traité, le traité ne le dit pas explicitement, mais ça ne peut être qu'en vertu de ce traité que les Français peuvent s'établir à Québec. Alors donc, le voir comme ça, c'est replacer notre histoire dans sa profondeur historique, ce qui est une manière de dire aussi que notre histoire n'a pas 400 ans, mais 10 000 ans, puisque le Québec est occupé de 10 000 ans depuis 10 000 ans et le Canada depuis 15 000 ans. Alors, notre histoire est plus ancienne et notre histoire ne commençait pas à zéro en 1603 ou en 1608. Et puis, je regarde, évidemment, ce sont, je ne me trompe pas, 27 hommes qui descendent, pas de femmes encore. Mais graduellement, il y aura une petite colonie qui va s'établir. Mais je vais commencer par regarder qui étaient ces gens. Puis ce qui était intéressant, c'est de voir le caractère cosmopolite des arrivants français. Alors, il y a un Bengali qui descend ici. Il y a un jeune Africain. Et il y a un Grec qui devient un interprète français montagnais. C'est pas rien. Et probablement dans ce petit groupe, une majorité de protestants, puisque ces gens viennent de La Rochelle. Et après avoir traité en même temps du paysage, de l'occupation humaine, j'ai regardé les mobiles inventés ou proposés par Champlain pour dire qu'il introduit la civilisation, la colonisation. Alors, avec quoi commence la civilisation? Alors, commence avec l'agriculture. Et alors, Champlain a fait un rituel de prise de possession du pays. Il ne semble pas y avoir d'Indiens, avec les quelques Français qui sont là, donc parmi lesquels quelques missionnaires. Et il prend possession du pays, puis on fait allusion à Louis Hébert avec sa charrue, son bœuf, et donc le début de l'agriculture, la première messe, en somme. Donc tous les indices européens de la civilisation. Mais il faut les décoder. De la civilisation, on dit l'agriculture, mais quelle agriculture? C'est-à-dire l'agriculture avec élevage et charrue et bœuf. Mais pourtant, quand Québec est assiégé par les Anglais en 1629, Champlain, pour ne pas mourir de faim, envoie des émissaires chercher de la nourriture chez les Abénaquis, qui sont des cultivateurs. Alors, ce sont donc des cultivateurs. Il le reconnaît quand il a besoin de nourriture, mais il considère que ce n'est pas l'agriculture de la civilisation. Alors, je voulais montrer à cet égard comment on utilise les marqueurs européens de la civilisation pour prendre possession du territoire et comment, en somme, c'est une offensive coloniale. Puis en même temps, évidemment, il y avait les récits auxquels j'ai fait allusion précédemment, qu'ont recueilli Sylvie Vincent et Madame Bacon, j'oublie.
et Joséphine Bacon, qui nous parle d'un conflit qui se développe avec les Français, qui devait être des pourvoyeurs de farine, mais qui clôturent et qui prennent le territoire. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut faire le lien entre la tradition orale et l'écrit? Puis effectivement, oui, on peut le faire parce que on voit qu'autour des années 1624, 25, 26, les Inuits ou Montagnais pensent à déloger les Français et à les expulser. Champlain écrit qu'il n'a pas de pires ennemis que ces Montagnais. Alors, je me suis demandé, mais pourquoi? Et là, en somme, à partir de l'écrit de Champlain, mais de la tradition orale, essayer de voir comment on pourrait comprendre. Puis on voit qu'effectivement, les Inuits ont tenté de rallier leurs amis pour refouler les Français. Mais ce qui s'est passé en réalité, c'est que les Inuits avaient le monopole de la traite des pelleteries à Tadoussac. Et c'est par eux qu'entraient les marchandises françaises et qu'elles remontaient dans les Grands Lacs ou qu'elles allaient vers la baie d'Hudson. Et puis, il y avait beaucoup de bateaux français qui venaient, puis Champlain dit qu'ils sont devenus fins et subtils, c'est-à-dire qu'ils attendent, ils apprennent la logique de l'économie de marché, ils laissent se multiplier les bateaux, puis ensuite ils négocient les meilleurs prix. Alors, quand Champlain décide de venir s'établir à Québec, c'est pour court-circuiter le monopole des Inuits. Alors, il obtient un monopole du roi de France qui va interdire aux autres bateaux français que les siens, de venir pour la traite des pelleteries. Donc, les Inuits ne seront plus face à un grand nombre de navires. Et ensuite, Champlain s'établit à Québec. Et là, lui, il fait le commerce avec ceux qui étaient les pourvoyeurs des Inuits. C'est les Algonquins qui, par l'intérieur des terres, se rendaient, ou les Hurons se rendaient à Tadoussac. Au lieu de prendre ce chemin, ils viennent par l'Outaouais et ils viennent par le Saint-Laurent, ou encore ils pourraient venir par le Saint-Maurice, et se rendent à Québec. Et donc, ils commercent directement avec les Français plutôt que de passer par l'intermédiaire des Inuits. Donc, en somme, les Inuits perdent leur monopole. Et donc, l'établissement des Français conduit, même s'il a été autorisé par les Inuits, conduit à déjouer les Inuits et à leur faire perdre la place centrale qu'ils avaient dans la traite des pelleteries. Alors donc, la tradition orale, les archives combinées nous permettent d'éclairer les conflits et de comprendre la logique autochtone. Parce que Champlain dit, on n'a pas de pires ennemis, il dit, ils sont devenus nos ennemis, mais on ne sait pas pourquoi. Alors que là, quand on regarde le contexte, on a l'information. C'est ce que j'ai essayé de faire, donc toujours pour donner une profondeur à notre histoire et donner la parole aux Autochtones, puis voir l'interaction. D'autant que quand on travaille sur l'histoire des Inuits, on voit bien que depuis bien avant l'arrivée des Européens, ils sont en contact avec les Cris, ils sont en contact avec les Indiens des Grands Lacs, ils sont en contact avec les Algonquins, ils le sont quand ils viennent à Québec, mais ils le sont également à Tadoussac, et que dans ce réseau d'alliances, ils s'interdésignent comme étant des frères, et ils s'interdésignent comme étant des humains, les ennemis n'étant pas des humains, les ennemis sont des cannibales, et qu'en même temps, ils s'intermarient et que le fondement de tout le commerce, de toute la diplomatie, ce sont les mariages interethniques. Alors, il n'y a pas de commerce entre les Hurons des Grands Lacs et les Algonquins ou les Inuits sans qu'il y ait des mariages entre les uns et les autres et sans qu'il y ait des couples, on va dire entre guillemets, biethniques dans chacune des communautés, ce qui veut dire en même temps des gens bilingues dans chacune des communautés. Ce qui nous renvoie donc à la centralité de la parenté dans les sociétés autochtones, où on n'existe pas à l'extérieur de la parenté, et c'est la raison pour laquelle les Français ne peuvent être reçus que dans les rapports de parenté, ou bien ils en sont au-delà, ils sont des ennemis, ils ne sont pas des humains, ou bien ils sont dans
dans la parenté, ils sont des humains et les Français vont donc être interpellés comme étant des frères. Et mais les métaphores de parenté sont très éclairantes sur les rapports politiques parce que Français et Indiens ou les chefs français et les chefs indiens sont des frères. Donc les Indiens et les Français ordinaires, on va dire, sont des cousins, mais ils sont toujours à niveau égal, c'est-à-dire la même position dans le système de parenté. Les choses ont changé à partir des années 1660 avec les épidémies. En fait, d'abord, on revient toujours aux épidémies parce que elles ont décimé les populations et gravement affaibli les populations autochtones. Et c'est l'existence des épidémies qui explique la présence d'une majorité de descendants, on va dire, d'Européens ou de non-Amérindiens en Amérique. Les Européens ont colonisé l'Afrique, l'Inde, la Chine, ne sont jamais devenus majoritaires sur ce territoire. Ils le sont devenus ici parce que les populations autochtones se sont écroulées. Et c'est donc un élément tellement central sur lequel il faut constamment revenir dans notre histoire. Donc, les Indiens, gravement affaiblis par épidémie, vont demander l'aide du gouverneur français et lui demander de devenir leur père. Ils vont dire, nous étions frères, maintenant nous serons tes enfants et tu seras notre père. C'est-à-dire que nous te reconnaissons une autorité morale. Évidemment, c'est porté par de grands malentendus, parce que la désignation de père, le sens de la paternité et les fonctions et les devoirs de la paternité ne sont pas du tout les mêmes du côté amérindien puis du côté européen. Dans la tradition européenne, de tradition patriarcale, le père a autorité sur ses enfants. Dans la tradition autochtone, pour les sociétés matrilinéaires, le père est un pourvoyeur, un protecteur, mais il n'a pas d'autorité sur ses enfants, ce sont les oncles maternels. Et même dans les sociétés patrilinéaires, l'autorité des parents sur les enfants, sur ces sociétés, l'autorité des parents sur leurs enfants dans ces sociétés, tout comme l'autorité des oncles maternels sur leurs neveux utérins dans les sociétés matrilinéaires, n'a rien à voir avec le caractère coercitif du pouvoir paternel dans les sociétés patrilinéaires, patriarcales européennes. D'une manière générale, le pouvoir paternel est beaucoup moins contraignant. Donc, les Indiens comprennent cette relation au sens où le gouverneur français, désormais, sera leur protecteur, leur pourvoyeur, mais n'aura pas autorité sur eux, alors que les Français voudraient bien que leurs enfants indiens obéissent à leur gouverneur. En réalité, tout le temps du régime français, c'est l'interprétation indienne qui est dominante, dans les rapports avec les autorités coloniales françaises. Et quand les autorités coloniales françaises, par exemple, envoient des ordres aux Indiens dans les Grands Lacs, c'est reçu comme étant des propositions débattues dans les conseils, acceptées ou rejetées. Ce qui nous conduit en même temps à revoir notre histoire d'une autre manière. À ce moment-là, qu'est-ce que c'est que la Nouvelle-France? La Nouvelle-France, on l'entend spontanément comme étant le territoire sur lequel le roi de France règne et a imposé son pouvoir et exerce son pouvoir. En réalité, c'est la Nouvelle-France, c'est le territoire de l'alliance, c'est le territoire de l'interaction, c'est le territoire où les représentants du roi de France ont un prestige, où ils sont une référence, mais où ils n'ont pas le pouvoir de commander. Ils ont la capacité néanmoins de jouer éventuellement dans les négociations une nation contre une autre, donc d'augmenter leur part d'influence par le jeu diplomatique en jouant sur la division, mais l'exercice réel de la monarchie et en conséquence de l'armée ou du pouvoir politique colonial sur les nations des Grands Lacs ou en somme sur l'ensemble des nations est à peu près nul, si ce n'est qu'il est quand même... Dire qu'il est nul, et c'est trop fort.
dire qu'on n'a pas la capacité de contraindre, c'est déjà suffisant. Et il s'est exercé, en fait, dans le transfert de pouvoir. C'est-à-dire que si le roi de France dit « j'ai été battu et je cède mes terres au roi d'Angleterre », et que le roi d'Angleterre arrive et veut s'implanter dans les Grands Lacs et qui n'arrive pas à le faire parce qu'il y a une guerre d'indépendance de Pontiac qui résiste, la guerre dure 2 ans, mais le roi d'Angleterre finit par gagner la guerre et là, il s'impose. Et là, même si le traité avec les Indiens dit qu'ils sont des alliés et des sujets, il est vrai qu'ils sont encore des alliés, mais ils sont en train de devenir des sujets. Là. À ce moment-là, il y a un point de bascule. Il y a 2 points de bascule. Il y a un point de bascule après le gros des épidémies, c'est jusqu'en 1660. Après ça, là, il y a un point de bascule parce qu'il y a un net affaiblissement des Indiens. Puis ensuite, les Indiens ont joué longtemps la concurrence entre les 2 puissances coloniales, mais à partir du moment où une est vaincue, qu'ils ont affaire à l'autre qui finit par les vaincre, avec la maladie encore, puisque la maladie frappe les troupes de Pontiac, il y a un point de bascule, et là, les Indiens sont pour un bout de temps encore des alliés et des sujets, mais graduellement, ce que l'on voit, c'est le processus d'implantation du pouvoir colonial. Mais faire l'histoire de cette manière, c'est faire l'histoire en prenant toujours la dimension autochtone, pas seulement dans sa résistance, mais également dans ses défaites, puis également pour arriver à comprendre la situation contemporaine qui en est une de marginalisation, d'un statut particulier marginal. Mais il faut donc suivre cette logique qui conduit en même temps à une autre logique parce que ça conduit à celle de la dépossession territoriale sous régime anglais et ensuite avec les Américains, mais où, devant la résistance indienne, on est obligé à des compromis et où on va reconnaître un statut particulier aux Indiens, mais sur la base du sang, c'est-à-dire sur la base de la filiation entre ceux qui ont signé des traités et ceux qui en descendent. Et donc, les mariages des Indiens et le statut de leurs enfants sera réglé par la manière dont ils se marient entre eux ou non. Donc, en somme, toute cette histoire remonte à une longue histoire, à une longue série de rapports coloniaux qu'il faut expliquer parce qu'il faut toujours faire l'histoire de tout le monde et pas seulement l'histoire des gagnants, pas seulement l'histoire de telle ethnie, pas seulement l'histoire de telle classe sociale. Il faut arriver à faire l'histoire de tout le monde. Et d'ailleurs, si on pense le vivre ensemble, il faut faire l'histoire du vivre ensemble. Et ça ne donne pas nécessairement toutes les clés et toutes les solutions politiques, mais il faut être capable de s'inscrire dans cette période, dans cette longue période historique, pour voir d'où vient le monde dans lequel on vient, pour ce qui est de la formation des États d'Amérique du Nord, Canada, Québec, États-Unis, etc.